Bienvenue à ce décrochage francophone du CES de Las Vegas. Pour cette soirée spéciale santé, éducation et sport, on va avoir plusieurs sessions aujourd'hui, notamment tout d'abord l'ouverture, on va avoir plusieurs intervenants qui vont se succéder. Puis vous aurez une session de pitch avec de la santé, des entreprises dans la medtech également. Et dans la medtech. Et puis on aura un autre décrochage. Ça sera à 21h, heure de Paris. Et ça sera le matin, évidemment, au CES de Las Vegas, pour voir un petit peu, pour parler de l'Alliance des médias francophones. Et on se retrouvera pour le grand débrief avec Marc-Lionel Gâteau. Ça sera aux alentours de 22h et l'ensemble de nos différents intervenants. Bienvenue à vous toutes et tous si vous nous rejoignez. Je suis déjà en compagnie de Julien Bonnel pour Côte d'Azur Monaco. Bonjour Julien. Bonjour Martin, bonjour à tous. Il y a également Hélène Lejeune. Bonjour Hélène. Je crois que Hélène va arriver, mais elle n'était pas encore connectée. Elle arrive dans un instant. Très bien. Et donc Yannick. Bonjour Yannick. Bonjour, je suis Yannick Raffnel. Je suis co-président de la. Très bien, merci d'être avec nous. Yannick, alors peut-être tout d'abord nous faire un premier débrief à chaud de ce CES de Las Vegas qui a commencé il y a quelques heures maintenant. Qu'est-ce que vous en avez retenu pour l'instant? Qu'est-ce que vous avez remarqué de saillant? Alors, moi, j'ai un biais énorme qui est vraiment la high-tech, vous l'avez compris. Moi, ce qui m'intéresse, c'est tout ce qui se rapporte à l'éducation et à la formation. Et la vision aujourd'hui, alors que cette question n'existe pas de manière officielle au niveau du CES, il n'y a pas de vertical high-tech, c'est que toutes les entreprises sont intéressées par cette dimension et on va trouver tout un tas de startups qui ont développé vraiment un service autour de la high-tech. Alors, on va trouver évidemment d'abord tous ceux qui travaillent autour de la XR et là-dessus, on a tout un tas d'entreprises qui sont soit sur la réalité augmentée, soit sur la réalité virtuelle, avec évidemment toute la dimension du métaverse qui est présente dans de nombreux stands, avec les dimensions des avatars, avec les dimensions du repérage, même aussi de géolocalisation, tout un tas d'applications autour de ça. On a toute la dimension entre medtech et edtech, au croisement entre les deux, parce que vous avez de nombreuses entreprises qui travaillent sur tout l'apport de la médecine, de l'apport des sciences cognitives, des apports de l'analyse du fonctionnement du cerveau pour aider à se former, se mettre en état de conscience. C'est Hypnowledge, par exemple, qui travaille sur l'hypnose et la formation. Et enfin, autre dimension, c'est tout un tas d'entreprises qui travaillent sur la production d'outils, d'objets, de jouets même, pour aller aider les jeunes, les enfants, à travailler, à faire du no-code, à maîtriser l'usage du smartphone pour réussir à soit en limiter les effets en termes d'addiction, soit réussir vraiment à rentrer dans la programmation sans passer par les écrans. Donc voilà les premières tendances fortes relevées dès ce matin au niveau d'Eureka, avec ce qui est très intéressant, c'est que même les autres entreprises qui ne travaillent pas du tout dans la high-tech disent « Ah oui, mais la high-tech, évidemment, nous sommes tous concernés. Cette question, elle est fondamentale. » Et que l'on soit dans la tech pure ou dans n'importe quel type d'application, c'est un enjeu qui est devenu absolument incontournable pour toutes les entreprises aujourd'hui. Voilà mon retour à chaud. Très bien. Merci déjà pour ce premier retour, Yannick. On va faire réagir Hélène Lejeune quand elle reviendra sur la partie, évidemment, EdTech. Mais Julien Bonnel, tout d'abord, peut-être prendre la parole pour revenir un petit peu sur ces enjeux en matière de santé, d'éducation et de sport sur le CES de Las Vegas.
Oui, donc moi je coordonne notre collectif Côte d'Azur Monaco en distance en fait, hein. Je ne suis pas sur Las Vegas, mais c'est clair qu'il y a beaucoup d'enjeux sur ces thématiques-là, et notamment pour notre territoire où la santé a un gros impact économique sur la Côte d'Azur, hein, notamment pas mal de centres de recherche sur la métropole Nice-Côte d'Azur. J'ai pu suivre tout à l'heure les pitchs santé, la super finale des startups de l'année dernière, des meilleures startups 2020. Et j'ai découvert avec plaisir qu'on avait une startup monégasque, SurgiSafe, qui s'était fait remarquer, qui lutte justement avec un dispositif pour lutter contre le cancer. Donc effectivement, il y a de très gros enjeux et on voit que le CES donne une part de plus importante sur ces technologies-là. D'accord, très bien. Merci pour ce premier point. Alors, on me dit que Hélène Lejeune est en ligne. Est-ce que vous nous entendez? Moi, je pense qu'elle est repartie, Hélène. Elle était là à l'instant. Yannick, pour revenir peut-être en attendant qu'Hélène nous rejoigne, on voit qu'aujourd'hui, le métaverse, c'est une des nouveautés finalement assez opérationnelles que l'on voit arriver avec le CES de Las Vegas. Je vais en parler il y a quelques instants, il y a quand même des grandes tendances qui se décident. Comment aujourd'hui ce métaverse il peut arriver au service de la EdTech, donc des nouvelles technologies pour l'éducation? Et est-ce qu'on voit déjà arriver sur le CES de Las Vegas des jeunes pousses qui se positionnent sur ce système-là? Oui, tout à fait. Alors, on a par exemple des entreprises qui vont utiliser le métaverse pour remplacer la notion de LMS. Vous savez, je traduis hein, le LMS pour ceux qui ne savaient pas ce que c'est. C'est ce qui va permettre, c'est la plateforme qui va permettre d'aller gérer les parcours de formation. Eh bien, on va utiliser le LMS, nouvelle version, qui est d'aller naviguer au travers d'un déplacement qui va permettre d'aller se former, par exemple, tel que le fait Simango dans le monde médical, où vous pouvez aller dans un hôpital, aller en vous déplaçant dans les différents lieux de l'hôpital pour aller suivre les différentes formations techniques liées à chacun des lieux. On voit bien qu'on a un lien direct entre le contenu de la formation et le lieu. Donc voilà, de ce type d'application-là sur le métaverse, où on a directement un intérêt qui est un intérêt immersif, puisqu'on va pouvoir aussi aller apprendre avec les autres, puisqu'on va pouvoir aller rencontrer les autres apprenants qui sont eux aussi en train de manipuler les éléments dans ce lieu où on se forme. Comment est-ce que vous, justement, dans le cadre de ce CES, vous essayez de travailler sur ce sujet-là? Est-ce que vous êtes en contact? Est-ce que vous avez déjà pris des premiers contrats ou des premières négociations? Alors, toutes les entreprises qui travaillent dans ce domaine-là sont déjà des entreprises avec des clients, sont déjà des entreprises qui, au travers de l'évolution de leur technologie, sont en train de transformer leur modèle. Pour reprendre Simango, par exemple, aujourd'hui, ils travaillent uniquement avec le casque de la réalité virtuelle, mais sans le métaverse. Et ils viennent d'amener cette couche supplémentaire pour pouvoir apporter une autre dimension en termes d'ergonomie et en termes d'efficacité. Donc, la plupart des entreprises que je connais bien, hein, qui font partie de ce collectif d'EdTech France, sont, pour les Françaises en tous les cas, déjà des entreprises bien installées qui ont leurs clients et qui viennent faire part de leur nouvelle approche pour pouvoir faire bénéficier maintenant de cet apport technologique, y compris aussi des entreprises qui travaillent sur l'intelligence artificielle, qui travaillent sur des bots, parce que ça, je n'en avais pas parlé dans les tendances. On l'a de plus en plus avec des entreprises qui, par exemple, vont passer d'une technologie qu'ils avaient déjà bien maîtrisée, de bots, on va dire, classique, avec une interface écrite, et qui maintenant viennent présenter dans le cadre du CES l'évolution de leur approche, avec maintenant un bot qui va se commander par la voix, qui va être
capable d'analyser les demandes des apprenants vocales et de servir vraiment de guide d'accompagnement à la formation via uniquement des commandes vocales. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important. On ne vient pas au CES pour démarrer, on vient au CES pour pouvoir apporter une évolution dans son offre, dans ses solutions, avec une vraie innovation technologique, mais qui est déjà basée sur une connaissance du marché, sur une connaissance de son écosystème et avec déjà un appui fort au niveau de son business model. Très bien, merci Yannick pour ce premier point. Alors, je vois qu'Hélène essaye désespérément de se connecter, mais elle doit avoir des difficultés. Peut-être qu'elle va vous rejoindre d'ailleurs sur le stand Swisstek de Las Vegas. Julien, est-ce qu'il y a d'autres tendances? On a beaucoup parlé du métaverse notamment. Est-ce qu'il y a d'autres tendances aujourd'hui qui peuvent être relevées, notamment sur la partie sport et santé également? Le sport santé, on voit de plus en plus de dispositifs intégrant l'intelligence artificielle et du machine learning qui jusqu'à présent était accessible qu'aux sportifs professionnels et qui viennent s'intégrer de plus en plus vers le milieu sportif, on va dire, amateur. Nous, on a une très belle start-up sur la région de Nice, pour la citer MyCoach, qui a beaucoup travaillé sur des dispositifs qui sont utilisés aujourd'hui par des grands clubs sportifs et qui commencent à être utilisés par les amateurs. Donc, on voit que ces technologies sont en train de se développer fortement dans ce milieu sportif. Et avec l'ouverture aux amateurs, c'est un marché qui ne fait que grandir. D'accord. Est-ce qu'il y a, Julien, est-ce qu'il y a d'autres tendances également, toujours dans le sport? Est-ce que, par exemple, on parle beaucoup des nouvelles technologies virtuelles? Est-ce qu'il y a des nouveaux matériaux, des tendances un peu hardware qui se dessinent sur le CES de Vegas? J'ai pas pu encore aborder ce sujet-là, donc difficile d'en parler maintenant. Ça sera peut-être sur les prochaines journées, évidemment. Alors, je vais me retourner de nouveau vers Yannick, parce qu'effectivement, on attend toujours Hélène qui n'arrive pas. Yannick, est-ce que sur la partie... donc, on a beaucoup vu avec vous toute la partie métaverse, la partie tech également. Vous nous avez dit tout à l'heure que finalement, le CES, ça sert à conforter des contacts, hein, parce qu'on ne fait pas du business finalement. On va prolonger des négociations. Est-ce que ça se fait avec des entreprises américaines, internationales, ou est-ce que c'est finalement ici que vous rencontrez le plus de Français? Alors, c'est tout à fait intéressant, hein. Là, il faut le dire, hein, c'est spectaculaire. La France sur Eureka Park, c'est de loin le plus gros des stands, hein. C'est en surface, c'est 2 ou 3 fois plus gros que n'importe quelle autre nation présente, hein. Donc, c'est quelque chose d'énorme. Donc, évidemment, c'est d'abord pouvoir bénéficier des contacts privilégiés avec les clients et l'écosystème français. Et c'est paradoxal, mais c'est une réalité. C'est-à-dire que ceux qui sont là, et encore plus cette année que les autres années, eh bien, ce sont ceux qui en veulent. Ce sont des décideurs, ce sont des personnes qui vraiment ont envie d'avancer dans leur prise de décision. Et Hélène, qui vient d'arriver à côté de moi, va pouvoir prendre la parole et va pouvoir témoigner sur cette question, puisque c'est une décideuse, c'est une acheteuse, c'est quelqu'un qui vient pour pouvoir aller s'ouvrir l'esprit et rencontrer des entreprises qui lui permettent de concevoir des futurs dispositifs. Donc ça, c'est une réalité. Là, au CES, on est avec des conditions privilégiées et le village francophone offre ces conditions. Ce soir, la soirée du village francophone va réunir 150 privilégiés qui sont les décideurs, qui sont les faiseurs, qui vont permettre d'aller se présenter et discuter ensemble dans des conditions absolument privilégiées. Donc ça, c'est une réalité. Après, c'est toute la dimension de la francophonie, parce que nous sommes sur le stand Swisstek, mais nous étions tout à l'heure sur le stand de la Wallonie, et on a vraiment une présence francophone et je dirais une présence européenne, puisqu'on a aussi les Italiens qui sont là. On a quand même des pays qui amènent un dynamisme et avec qui il est extrêmement facile d'aller se rencontrer, d'aller échanger. Et après, évidemment, nous sommes aux États-Unis. C'est vrai que quasiment
la majorité des entreprises françaises ont aussi déjà des membres de leur équipe qui sont américains. Ils ont des vendeurs américains qui sont présents et on a dans le public évidemment les décideurs américains qui sont là. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Dernière dimension, c'est cette dimension, et je vais en parler principalement pour le monde de la tech, où aller établir des connexions, des relations avec les autres entreprises pour pouvoir établir des partenariats est quelque chose d'absolument essentiel. Quand on le voit, rien qu'au niveau de la France, 450 entreprises qui travaillent dans le monde de la high-tech, c'est une fragmentation qui est absolument problématique. Il faut apprendre à travailler les uns avec les autres. C'est encore plus vrai au niveau international. Donc, établir des connexions avec les autres entreprises pour pouvoir aller attaquer des marchés en allant rencontrer ceux qui sont complémentaires des services et des produits que l'on a, c'est fondamental pour aller se positionner sur les marchés internationaux. Et le CES, c'est à ça que ça sert, et pouvoir avoir cette introduction qui permet d'aller sur les autres marchés en allant chercher ses partenaires, ses distributeurs, ces entreprises qui ont le service complémentaire aussi. Et je pense que maintenant, Hélène est à côté. Je pense que vous allez pouvoir l'interviewer dans les mêmes conditions que moi et elle va pouvoir vous entendre. Hélène, bonjour, vous nous entendez? Alors, je vais vous donner la parole en espérant que vous puissiez nous entendre. Donc, je rappelle, vous êtes la PDG fondatrice du groupe ENACO, École nationale de commerce. Comment se passe également pour vous ce CES de Las Vegas? Et finalement, quels sont les premiers contacts, premières impressions que vous pouvez avoir? Alors, je ne sais pas si Hélène, vous m'entendez. Je crois qu'on va changer de micro sur les aléas du direct en live. Yannick, vous pouvez peut-être lui passer votre micro. Il faut ouvrir votre micro. Je ne vous entends toujours pas. Alors là, est-ce que c'est bon, là, comme ça? Ah oui, beaucoup mieux. Ah, ben voilà. Formidable. Bonjour et bienvenue. C'est bien. Bon, désolé, je n'avais pas entendu la première fois la question. C'est très, très bouillant ici. Il y a beaucoup d'activités. C'est génial, mais c'est vrai que les conditions d'interview, c'est moins évident. Mais je vous écoute. Ah, écoutez, très bien. Donc, simplement, peut-être nous faire un premier débrief à chaud de cette première journée pour vous. Qu'est-ce que vous en avez rencontré et quelles sont vos premières impressions? Alors, je n'ai pas encore rencontré beaucoup de monde. J'ai assisté au pitch ce matin parce que j'ai eu la chance d'être jurée. C'était passionnant. J'ai bien aimé la présentation de WooClap, notamment, qui a remporté pour l'instant le prix du jury, on va dire. C'est très actif ici, très, très dynamique. On est vraiment dans une ambiance, on va dire, palpitante. C'est intéressant de voir autant de dynamisme autour des health-tech qui ont beaucoup évolué ces dernières années, puisque moi j'ai créé ENACO en 2006. On était précurseur dans le digital learning. On a beaucoup innové depuis. Et c'est vrai que maintenant, on voit l'explosion du nombre de health-tech aussi bien en France qu'à l'international. C'est une très belle chose, pas seulement pour le digital learning, mais pour l'éducation en général. Je pense qu'il y a une vraie prise de conscience que l'éducation, c'est quelque chose de complexe, de passionnant, qu'il faut s'adapter à ces publics. Et au-delà de l'innovation purement technologique, réfléchir à l'innovation de l'usage. Comment est-ce qu'on sert notre apprenant, notre étudiant, quel qu'il soit, ou toute personne qui a envie d'apprendre de façon plus générale. Et c'est vrai que toutes les tech vont un peu dans ce sens et c'est passionnant, même quand on est dans l'information en général. Yannick Raphaël parlait tout à l'heure parmi les usages, parlait notamment du métaverse, qui était vraiment l'une des grandes tendances. Vous, qu'est-ce que vous en avez pensé? Et est-ce que c'est une des technologies qui va vous intéresser ici sur le salon de Las Vegas? Alors, c'est vrai que c'est l'une des technologies que je vais aller voir. J'ai envie de mieux comprendre comment
ça fonctionne et comment ça pourrait être intéressant dans le secteur du digital learning. Je pense qu'il y a un gros potentiel de ce côté et ça mérite en tout cas toute notre attention. Très bien. Est-ce que vous avez d'autres attentes à part le métaverse? Est-ce qu'il y a d'autres technos, d'autres usages où vous attendez de rencontrer des startups justement ou de pouvoir faire des partenariats, peut-être des grands comptes également? Moi, je pense personnellement qu'il faut s'intéresser de très près aux applications de l'intelligence artificielle qui peut beaucoup aider le monde enseignant en général dans son approche. Ça peut être une complémentarité extrêmement intéressante pour nous aujourd'hui. Donc, c'est quelque chose que je vais regarder de très près. C'est ce sur quoi aussi nous allons investir dans les prochaines années, puisque ce sont des outils, comme je disais, complémentaires à tout ce qu'on peut faire aujourd'hui en digital learning. Alors, pardonnez-moi, je suis un peu néophyte, mais l'intelligence artificielle appliquée à la formation, à quoi ça va servir? Si on doit être un peu concernant pour nos auditeurs. Alors, c'est vrai que ce n'est pas évident à se représenter. Et j'avoue que même en tant qu'innovatrice dans le secteur, quand j'ai découvert les débuts de l'intelligence artificielle et surtout les applications, j'ai trouvé ça encore un peu tâtonnant, on va dire, en tout cas dans le domaine du digital learning. Mais aujourd'hui, il y a des choses qui progressent très, très vite. Je vous donne un exemple très concret. Un exemple qui est tiré de notre propre LMS, puisqu'il n'est que propriétaire de son système. Et nous, ce qu'on essaie de considérer, c'est par exemple l'interaction qu'il peut y avoir avec nos étudiants. C'est-à-dire, au lieu de faire intervenir systématiquement des enseignants pour répondre à des questions à un étudiant qui ne comprend pas, qui a des difficultés particulières, comment est-ce que l'intelligence artificielle peut seconder l'équipe pédagogique, intervenir et répondre en temps réel aux questionnements de l'étudiant? Ce sont des choses qui sont tout à fait possibles de faire aujourd'hui. Bon, je ne vais pas citer de nom pour ne pas faire de publicité à telle ou telle entreprise qui propose ce type d'outils. Il y en a plusieurs sur le marché aujourd'hui, dont des très grands noms de la technologie, mais c'est vrai qu'on voit que ça peut vraiment apporter un plus dans le quotidien des apprenants. Alors, restez en ligne, je vais faire, on va dire, Julien Bonnel sur le sujet de l'intelligence artificielle. Est-ce que là aussi, ce sont des technologies, Julien, sur lesquelles vous avez commencé à travailler du côté de Nice Côte d'Azur Monaco? Ah oui, bien sûr, parce que le territoire Nice Côte d'Azur fait partie des 4 territoires 3IA français où sont mobilisés les budgets nationaux pour faciliter les projets entre recherche académique et société et entreprises. Donc, nous avons énormément de projets autour de l'IA sur différents secteurs d'activité, notamment la santé, bien sûr, où il y a énormément de cas d'usage, de détection précoce de maladies, d'utilisation des radios, justement, pour identifier très tôt les tumeurs, par exemple. Il y a énormément d'applications aussi de l'intelligence artificielle dans tout ce qui est automotive, les véhicules autonomes. On a beaucoup d'acteurs dans ce milieu-là, que ce soit nationaux ou internationaux. Et donc, il y a énormément aujourd'hui de projets qui sont en cours. Dans l'EduTech aussi, hein, on en a un certain nombre. Et ce qui est assez intéressant, c'est que ces nouvelles technologies permettent justement l'éclosion de tout un panel de nouveaux acteurs. Et ça permet à certaines startups de se positionner sur des sujets et venir concurrencer des acteurs bien implantés. Donc, ça permet un renouveau de beaucoup de secteurs d'activité. Alors, je rebondis sur ce que vous venez de dire, Julien. Je vais passer la parole à Yannick, justement. Yannick, vous êtes toujours là? Vous m'entendez? Oui, je ne sais pas s'il nous entend. On est obligé de bouger parce que là, il y a un décollage de fusée à côté de nous. Et là, vous n'allez plus rien entendre. Et nous, on n'entend plus rien. D'accord. Alors, je profite quand même de la question que je vous posais à vous et à Hélène.
on sait qu'aujourd'hui, beaucoup de nouveaux acteurs viennent disrupter les secteurs des nouvelles technologies. On sait que, par exemple, Tesla n'était pas attendu sur le secteur de l'automobile. On sait que Apple, il y a quelques années de ça, n'était pas attendu sur le secteur de la téléphonie. Ce sont aujourd'hui devenus des leaders. Est-ce que ça veut dire que pour le secteur de la EdTech également, on va assister aussi à des acteurs qu'on n'attendait pas et qui vont disrupter à la fois la EdTech, la MedTech et pourquoi pas aussi les autres secteurs de la techno que vous connaissez. Quel est votre sentiment sur le sujet en étant à Vegas? Oui, oui. Des acteurs nouveaux qui viennent se mêler de la tech, c'est évident, hein, puisque maintenant, on a, comme je le disais tout à l'heure, une vraie fusion entre la medtech et la tech, par exemple. Hein. Ça, c'est vraiment un élément très, très fort. Et clairement, dans tout ce que j'ai repéré là depuis hier, on a beaucoup d'entreprises qui viennent du monde de la medtech et qui travaillent sur l'analyse du fonctionnement du cerveau, où on est dans ce rapport entre la connaissance neurologique et la mise en œuvre dans le monde de l'apprentissage, qui amène quelque chose de totalement nouveau. Et ça, c'est quelque chose, voir Hypnowledge qui viennent, eux, du monde de l'hypnose pour aller appliquer l'hypnose sur la formation, c'est juste quelque chose qui était imprévisible et qui, il y a 1 an et demi, faisait rigoler et qui maintenant amène des preuves du fonctionnement et de l'intérêt de la chose. Donc, et il y en a plusieurs comme ça hein, sur Eureka. Donc, c'est quelque chose qui est tout à fait intéressant. Des acteurs qui viennent avec une autre vision, une vision médicale, une vision neurologique pour aller éclairer les processus d'éducation et de formation. Donc ça, c'est absolument passionnant. D'autres personnes qui vont pouvoir venir, c'est au travers de la réalité virtuelle, de la XR, toutes les personnes qui viennent du monde du jeu. Parce que le gaming a investi depuis déjà très longtemps la dimension de la XR, mais au-delà de la XR, toute cette dimension aussi du métaverse, puisque les avatars et les déplacements dans des mondes, ça fait quand même des années que ça existe dans le monde du jeu. Et là, on voit aussi qu'on a des acteurs qui vont venir du monde du gaming, qui vont maintenant aller l'appliquer à la formation. Ça, c'est quelque chose de tout à fait bousculant. Qu'est-ce que l'on peut avoir on va faire réagir. Oui. On va faire réagir Hélène justement sur ce que vous voulez dire, parce que c'est très intéressant pour le coup. Et du coup, est-ce que vous-même, vous voyez des acteurs qui disruptent? Vous-même, vous êtes un petit peu aussi une disruptrice, je ne sais pas si le terme est très juste, par rapport au fait que l'École nationale de commerce que vous proposez, que vous avez cofondée, elle est aussi multisite et beaucoup en virtuel. Pardon? Oui, je n'ai pas bien compris. Ça a coupé au moment de la question. Oui, je vais reprendre. Il y a un petit peu de bruit. On parlait du fait qu'il y avait de nouveaux acteurs qui disruptaient un petit peu toute la partie des tech. Est-ce que justement, ce n'est pas aussi un petit peu le cas d'Enaco, puisque vous êtes finalement énormément en virtuel? Alors, c'est vrai que nous, on a disrupté très vite, puisque c'était en 2006 et l'objectif d'Enaco était d'être une école de commerce accessible à tous, et ce grâce au digital learning. C'était plus précurseur à l'époque, c'est toujours aujourd'hui. On a beaucoup parlé de l'enseignement en ligne depuis 2 ans, je dirais heureusement ou malheureusement, compte tenu du contexte. Et c'est vrai qu'on s'est rendu compte que beaucoup d'écoles, des commerces, on va dire traditionnels, se mettaient aussi à faire du digital learning. Elles partagent de plus en plus leur cursus. Elles proposent de suivre des cursus en ligne, et c'est une très belle chose, parce que c'est vrai qu'il y a de gros besoins en formation, pas seulement en formation initiale, mais en formation tout au long de la vie. Alors, on en a beaucoup parlé, c'est un terme qui est galvaudé, mais ça commence à prendre une réalité grâce au digital learning. Là, aujourd'hui, on peut vraiment former tout le monde, partout, et sur n'importe quel support. Et ça, c'est quelque chose d'assez extraordinaire pour chacun. Pour tout apporter l'enseignement. Très bien. Écoutez, je vous remercie beaucoup pour vos témoignages. Vous savez qu'à présent, cette émission-là d'ouverture va s'arrêter. On va décrocher vers la session des pitchs spéciales en EdTech, MedTech et TechTech. Donc, ça sera sur un autre Zoom. Ça sera animé par Marc Gâteau. Je vous invite à suivre ces pitchs, puisqu'après, bien évidemment, votre avis sera important pour le grand débrief. Voilà, je vous remercie pour vos témoignages, vos interviews. Merci. Je vous retrouve sur un autre Zoom et à très vite. Merci encore.